Alors, la parole à la salle. J'ai vu que Nicole Niesotto voulait poser une question. Les étudiants d'abord. Alors, là, passez la parole. Ensuite, il y a Nicole, ici. Vous nous passez la parole? Vous commencez? D'accord. Et alors, qui y a d'autres? Et monsieur là-haut, après. Et puis, on prend 3 questions et on reprendra 3 questions après. Vas-y. Good evening, sir. Bonsoir, monsieur. Vous avez dépeint un équilibre très noir de l'Europe de la défense de l'Union européenne, avec... Bonsoir, monsieur. Vous avez dépeint un tableau lugubre de la défense de l'Union européenne avec l'intervention et les effets sur la politique nationale. Mais je crois que ça n'est pas le monopole des pays européens, comme l'intervention américaine en Afghanistan, ou bien ce qui s'est passé au Vietnam. De telles interventions n'ont jamais la faveur de l'opinion publique, et ça va souvent à l'encontre de la politique nationale. Mais je voulais en revenir à votre proposition d'unilatéralisme de la part de la France. Pensez-vous que les pays européens vont payer pour la défense française, et si facilement? Parce que cela donnerait énormément de pouvoir décisionnel à la France, et pensez-vous que la France va aussi accepter que d'autres pays payent pour sa défense et sa sécurité, et donc perdre partiellement son indépendance? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire que je ne sais pas ce que c'est qu'une... C'est moi. Je ne sais pas ce que c'est qu'une politique étrangère féministe, mais je sais ce que c'est qu'un discours machiste. Et dans ces lieux, c'est pas très bienvenu. Voilà, je voulais dire ça d'abord. Ensuite, je vais passer au vrai débat. Je trouve qu'il y a une contradiction dans votre exposé entre une analyse qui est juste, c'est-à-dire que les Américains se retirent et les Européens, en matière de défense, n'existent pas. Et donc la conclusion, c'est que l'Europe est nue, une proie. Donc votre analyse est juste, mais vos recommandations, votre deuxième partie, ce que vous appelez « What is to be done », eh bien, cette deuxième partie n'existe pas non plus. C'est-à-dire, vous dites « mais il ne faut rien faire ». L'Europe va disparaître, elle sera la proie des uns et des autres, et on va sauver le bébé français et jeter l'eau du bain européen. Et je trouve que comme analyse stratégique, c'est un peu court. Et donc, ma remarque est, si le résultat de votre analyse est cela, c'est-à-dire qu'en fait l'Europe est une proie possible pour de futures puissances, qu'en est-il de la Norvège? Parce que ce qui est inquiétant pour l'Europe est encore pire pour la Norvège. Vous êtes le seul pays de l'OTAN qui est une très grande frontière avec la Russie. Vous êtes un pays totalement dépendant des États-Unis et vous n'arrêtez pas d'acheter des F-35 américains, ce qui vous donne très dépendant d'un pays qui va partir. Votre ministre de la Défense essaye désespérément, et je crois qu'il va réussir, d'avoir une permanence de soldats américains sur le territoire norvégien. Et donc, vous vous mettez totalement dans la main d'un pays qui va partir. Et donc, la situation que vous décrivez pour l'Europe, il me semble qu'elle est encore pire pour la Norvège. Et donc, quelle conclusion tirer de cela? Vous ne pouvez pas dire aux Européens « ne faites rien ». Il me semble que vous devriez être le premier militant d'une Europe de la défense, parce que c'est le premier bouclier qui pourrait vous aider si jamais les Américains partait vraiment. Donc je trouve qu'il y a une incohérence entre votre analyse et votre recommandation, parce qu'en tant que Norvégien, vous devriez être le premier partisan d'une Europe de la défense. Donc voilà ma question. Comment vous allez faire en tant que Norvégien entre une Russie qui est menaçante, comme vous l'avez dit, et une Amérique qui est partante, comme vous l'avez dit également? Et pardon, j'avais une question annexe, si je peux, pour reprendre votre boutade finale. Si la France doit jouer le rôle de l'Amérique de l'Europe, en gros c'est ce que vous dites, et en faisant payer les Européens la montée en puissance militaire de la France, est-ce que la Norvège
dont le PIB est le premier PIB européen, le premier PIB par habitant de l'Europe, 37 000 $ par habitant, vous avez comme PIB, ce qui est formidable. Est-ce que vous seriez prêt à payer pour la France ? Oui, bonjour. En vous écoutant, ça m'a rappelé, il y a 4 ans, une superbe série télé norvégienne. Et j'ai l'impression que vous avez dû contribuer au scénario, parce que c'est une Norvège qui est effectivement dans un OTAN où les États-Unis ont déserté l'OTAN, qui se voit quasiment colonisée par les Russes avec la bénédiction de l'Union européenne. La série s'appelle Occupied, je crois qu'elle est passée sur Arte. Ça m'a fait penser que finalement la véritable menace en termes de sécurité, plutôt qu'une agression frontale, et je crois que vous avez convenu qu'elle était peut-être peu probable du moment sur le théâtre européen, c'est cette domination économique, une nouvelle finlandisation de la part des Russes, et peut-être encore plus sûrement de la part des Chinois, mais peut-être pas sous une forme aussi militaire qu'on l'a évoqué, et je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. Répondre. Your response to all those questions? As a man from a peaceful country? Yeah, we'll take that afterwards. Over to you. Sur la Russie, concernant la question de l'équilibre assez noir entre l'Europe de la défense et la question de savoir si la France peut un petit peu venir à la rescousse des défenses militaires et de la protection de l'Europe. Là, je n'ai pas l'intention d'être négatif, en tout cas pas machiste du tout. Mais le fait est qu'on a essayé de suivre cette voie pour créer une force en Europe qui puisse protéger les intérêts et les valeurs de l'Europe dans son voisinage, et le résultat n'a pas été à la hauteur. Et ce qui m'inquiète, c'est que des événements qui trouveraient leur source en dehors d'Europe arrivent par la force des choses sur notre seuil, et donc moi je crains que les conséquences de ces événements soient tout à fait négatives pour l'Europe. Moi, je trouve que dans les autres pays européens, il y a très peu de compréhension de cet état de fait. Le seul autre pays où je vois un discours géopolitique qui soit sain et qui soit posé dans les bons termes, c'est la France. Et c'est là que j'en viens à cet équilibre noir, et peut-être aussi ma proposition assez peu réaliste. Nicole. Oui. Je ne suis pas tout à fait sûr. Et bon, il faut me pardonner. Je suis un petit gars tout droit sorti du Grand Nord. Je n'avais pas pour but d'être machiste. Non, on n'aime pas du tout être machiste en Norvège. Et si je l'ai été, toutes mes excuses. Dans ce couple. Mais bon, vous avez dit que vous avez trouvé une contradiction dans mon exposé et que cette contradiction est tout à fait bien illustrée par le cas de la Norvège. La Norvège a pris le pari pendant toute la guerre froide. On est allé vraiment, on a vraiment fait tout ce que nous pouvions pour ne pas avoir de présence permanente de troupes américaines sur notre sol, et on a abandonné, et il y a maintenant des marines américains qui sont stationnés de façon permanente dans le milieu du pays. Nous achetons des F-35 et nous nous rapprochons de plus en plus des Américains. Ça, c'est comme cela qu'évolue le monde. Des pays sans alternative européenne crédible
vont se décider pour leurs intérêts nationaux. Et en Norvège, on a trouvé que le seul pays qui ait la force de nous soutenir, ce sont les Américains. Ce n'est pas un choix populaire en Norvège, et de loin, mais c'est vu comme nécessaire de l'extrême gauche à l'extrême droite au Parlement, et le Parlement soutient ce choix à 100%. Et pour dire les choses clairement, je ne vois pas les Russes, je ne suis pas d'accord avec les Américains quand ils disent que la Russie est une puissance révisionniste qui a pour but de dominer le monde. Je ne crois pas du tout cela. Je crois que les Russes représentent le type de puissance le plus dangereux, une puissance en déclin. Vous avez parlé de Graham Harrison, Le piège de Thucydide. Tout le monde adore cela. Tout le monde a lu ce livre à Washington. Je suis peut-être le seul qui pense que ce ne soit pas un très bon livre. En particulier parce que Allison, a mal compris les choses. Ce n'est pas Sparte qui a brisé Athènes, c'est l'expédition à Syracuse. Et donc cela vraiment affaiblit son parallèle entre les États-Unis et la Chine, qui serait une Sparte et une Athènes moderne. Et il y a un très bon politologue suédois, Rudolf Helen, qui a rédigé 4 volumes juste avant la Première Guerre mondiale qui s'appelait « Les 4 puissances ». Et c'est lui qui a inventé le terme de géopolitique. Il a dit que les acteurs les plus dangereux dans la politique internationale, ce sont les puissances en déclin, parce qu'elles ont tendance à se comporter comme si elles étaient aussi fortes qu'elles l'étaient auparavant, elles ont les mêmes ambitions, et on voit ça avec la Russie. Je ne crois pas que leur but, ce ne soit pas un plan de domination de l'Europe qui entraîne un conflit, mais plutôt une erreur de calcul qui provienne d'une supposée faiblesse de l'Europe et avec lesquelles elle pourrait s'en tirer, comme elles l'ont fait en Crimée, en Syrie, ou bien à Donetsk et à Omsk. Vous en conviendrez, c'est une tendance assez perturbante dans la militarisation de la politique étrangère russe. Concernant la série Occupied, oui, on m'a consulté pour cette série. Vous avez raison. Donc, vous êtes extrêmement perspicace. J'en suis presque gêné. Mais je ne crois pas que la Norvège soit un jour occupée par les Russes avec la bénédiction de l'Union européenne. Ça, c'est un scénario un peu tiré par les chevaux. Le scénario qui est devant nous, c'est plutôt une poursuite du statu quo, où des événements qui trouveraient leur source en dehors d'Europe continuent de déstabiliser la politique européenne à tel point qu'on ne puisse pas vraiment s'attaquer à la situation, comme c'est le cas avec la crise migratoire, comme c'est le cas avec la crise en Ukraine, et parce qu'on n'aurait pas la capacité d'agir. Et si on n'a pas cette capacité d'agir, ça va perdurer. Et c'est ça qui me préoccupe le plus. Pas du tout... ça ne serait pas à cause d'une envie de conflit ou de guerre, mais plutôt la certitude que l'Europe doit avoir un voisinage stable et pacifique. Juste un petit commentaire. Je pense que je suis d'accord avec vous. Le livre de Graham Allison est plus par rapport à la finalité qu'il recherche que par rapport à la base qu'il prend. Et c'était plus une démonstration de ce qu'il voulait démontrer qu'autre chose. On tire l'histoire, en fait, dans le sens qui l'intéresse, l'histoire d'Athènes et de Sparte. Et je crois qu'il est beaucoup plus raisonnable de regarder les travaux de Paul Kennedy sur la naissance et le déclin des grandes puissances, parce qu'il montre bien, finalement, que c'est, au final, les enjeux économiques qui sont déterminants. Et Syracuse, c'est ça. C'est un problème de commerce pour Athènes. Et au final, l'impérialisme est une logique qui est assez peu répandue. Je dirais que, quelque part, l'intervention en Irak, en Afghanistan des Américains est une vision impérialiste idéologique, comme a pu l'être l'Union soviétique en Afghanistan. On y revient toujours, mais on voit bien les funestes destins des puissances qui s'engagent en Afghanistan. Et
c'est là où la Chine peut être beaucoup plus périlleuse. D'ailleurs, Paul Kennedy, dans son ouvrage, le mentionne dès 1986 ou 87. C'est bien parce que la Chine a des besoins économiques qu'elle va en Afrique, par exemple. Ce n'est pas pour des raisons de puissance. Il n'y a pas de logique d'invasion de l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Mais la sécurisation des approvisionnements dans un sens et des marchés de l'autre. Et on voit ici qu'il y a peut-être un espoir pour l'Europe, puisque l'Europe s'est engagée sur la sécurisation des flux commerciaux au large de la Somalie, où les bateaux européens, dans l'opération Atalanta, ont quand même croisé des bateaux chinois, qui sont quand même très très loin de leur port d'attache, mais pour des raisons de démonstration à la fois des capacités navales, mais aussi d'intérêt économique. Alors, vous n'avez pas répondu à la question a été posée sous deux angles. La question de la contribution des Européens à l'effort de défense, qui serait essentiellement un effort de défense français, si je comprends. Cette question a été notamment posée. Donc, vous voyez possible, parce que c'est un peu c'est justement la critique, notamment du côté de l'Allemagne, l'Europe de la défense ou la défense européenne, c'est fait pour les Français, pour faire payer leur effort militaire. Donc, vous voyez crédible ça, la question qui vous a été posée? Ben, si ça n'est pas la France qui prend en charge la défense, qui le fera? Alors, une question a été posée sans micro, mais la réponse est la suivante. Ce serait certainement la voie de la sagesse, mais malheureusement, c'est un peu ce qu'avait dit Churchill sur la démocratie. La démocratie est la plus mauvaise solution après toutes les autres. Alors... Là, il y a une question là, et ensuite tu me disais de ce côté-là? Oh non. Ah, monsieur, je n'ai pas vu, je suis désolé. C'est bien le désespoir. Hi, thank you for being so honest. Merci d'être aussi franc, mais ne pensez-vous pas qu'il est un peu dangereux d'être pessimiste sur l'Europe et son avenir, alors que le populisme se déploie dans toute l'Europe? Je vous ai vu, monsieur. Alors, d'abord... Oui, bonsoir. Vous avez évoqué le terme faiblesse. Est-ce que l'endettement massif de certains pays européens fait partie des faiblesses? Merci, monsieur. Oui, on a parlé de la dimension économique pour un certain nombre de pays, avec les faiblesses notamment de la Russie et la préoccupation des Chinois et puis un peu des Américains. Alors moi, je voudrais considérer le point de vue de l'acquisition, effectivement, d'une certaine sécurité européenne en nous appuyant sur des instruments, sur des équipements, donc des politiques industrielles qui nous permettraient de retrouver une certaine indépendance vis-à-vis d'un certain nombre de pays fournisseurs, afin que nous ne soyons pas effectivement tributaires des F-35 américains notamment, comme la Norvège l'est actuellement. Donc je pense qu'il y a une autre manière de poser la question, de voir la question, c'est qu'avoir les moyens d'une politique étrangère, c'est justement être en possession de moyens de sécurité pour pouvoir affirmer un certain nombre de choses en matière de politique étrangère. Donc la question qui est posée est de savoir si nous n'aurions pas intérêt à avoir une véritable stratégie industrielle au niveau européen en matière de fabrication d'équipements militaires, en y tenant associé bien sûr la Grande-Bretagne, même si celle-ci devait en sortir. Et pourquoi pas regarder dans les industries de la Norvège s'il y a, je dirais, des capacités à pouvoir fournir des ensembles, des sous-ensembles ou des composants qui feraient partie intégrante de cette stratégie européenne, industrielle, au service d'une indépendance de la défense européenne. Merci, monsieur. Alors, sur les
les premières questions, je pense que Renaud voudra revenir, parce que c'est un des éléments essentiels de la relance. Vous le savez bien, avec la création du Fonds européen de défense, d'essayer de financer par des crédits communautaires une partie de l'effort d'armement. Mais Renaud répondra peut-être ça, ou si Ashley veut répondre. Mais sur les autres points, Ashley? Alors effectivement, il est dangereux d'être, enfin, est-il dangereux d'être pessimiste alors que le populisme apparaît un peu partout? La question est pertinente. C'est vrai que nous sommes dans une situation délicate par rapport au populisme à la veille des élections européennes, mais il faut bien voir que les grands défis posés à l'Europe sont tels qu'il nous faut voir les choses sans détour. Si nous abstenons d'un discours nécessaire sur ces problématiques parce que il serait de nature à aller apporter de l'eau au moulin des populistes, on risque de se retrouver dans une situation où les grandes questions d'immigration, d'intégration sont abandonnées et que ce soit les populistes qui occupent tout le terrain. Alors, il est évident que les Européens peuvent se convaincre qu'ils sont en train de jouer au foot. Mais enfin, quand le reste du monde joue au rugby, ça ne nous sert à rien de faire semblant de jouer au foot ou de nous dire que nous jouons au foot alors que c'est pas que ce n'est pas la même bataille qui se livre. Vous parlez de la dette et de la faiblesse économique. Alors, vous avez des pays européens qui sont effectivement qui sont entravés par une forte dette. C'est pas le cas de la Norvège. Alors, je ne pense pas que les Norvégiens achèteraient des armements européens ou le Rafale français, par exemple. Je crois que nous avons mis tous les œufs dans le panier américain et je crois que les autres Européens en feront de même, sauf s'il y avait effectivement une base industrielle européenne. La France, elle aussi est endettée, mais elle a le luxe de pouvoir parler de ces questions avec les Allemands et d'arriver à des marchés que les autres pays n'obtiennent pas. Maintenant, ceci est lié à la question de cette base industrielle que vous appelez de vos voeux. Conviendrait-il de renforcer, disons, la base industrielle européenne des armements militaires? Effectivement, il existe une stratégie qui avait déjà été définie par l'Union européenne, et c'était Dick Whitney, un Britannique d'ailleurs, qui en était en quelque sorte le père. Mais le souci, c'est qu'on construit différents types d'équipements militaires. Nous construisons trop d'avions de chasse, de chars, d'hélicoptères d'assaut. Et donc, évidemment, ce qui est nécessaire dans cette situation, c'est une forme de consolidation. Alors, sur le papier, les pays sont d'accord, mais dans la pratique, ils ne veulent pas abandonner leurs enjeux nationaux. C'est le cas de la France, c'est le cas de la Norvège. Mais la France est le seul pays qui établit des liens suffisants entre le complexe militaro-industriel et d'autre part, disons, le pouvoir politique pour arriver donc à une position cohérente. Et d'ailleurs, c'est là justement l'une des grandes forces de la France. Pour ma part, je ne demanderais pas mieux que de voir l'Allemagne suivre en quelque sorte l'exemple français, mais comme vous le soulignez, les Allemands ne craignent qu'une chose, c'est que de voir une force militaire se construire qui entraînerait la France en Afrique et entraînerait l'Allemagne avec elle dans une espèce d'aventurisme néocolonial, et l'Allemagne n'en veut pas. Pour dire comment le panorama évolue, les risques, etc. On n'a pas beaucoup parlé dans l'ensemble de la session. Non, c'est un sujet intéressant. Je crois que Asle a bien souligné les enjeux. On a aujourd'hui une vision assez passéiste de l'industrie de défense, avec des logiques protectionnistes nationales qui sont contradictoires avec l'objectif recherché. La consolidation est nécessaire, elle est difficile, parce que personne ne veut lâcher en fait cette capacité, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, même en franco-allemand,
eh bien, on essaie d'avancer pour partager, plutôt que de faire comme par le passé des programmes en coopération où on essaie de récupérer le maximum en cédant le minimum. Je dirais que dans le domaine des hélicoptères, du domaine naval, on a beaucoup d'échecs de coopération parce que ce ne sont pas des vraies coopérations, et surtout qu'elles sont des coopérations temporaires et non pas définitives. Alors je ne vais pas prêcher pour MBDA parce que là je suis jugé parti, mais on voit quand même qu'on peut arriver à faire de l'interdépendance dans des domaines de souveraineté entre les Britanniques et les Français. Les missiles de croisière, ce n'est pas n'importe quoi. Je veux dire, ce n'est pas des petites roquettes. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement lié à la souveraineté des États, et on a réussi à le faire. Parce qu'on n'avait pas le choix. Et je crois que malheureusement, il faut être dos au mur pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, c'est le cas en franco-allemand, pour les chars de combat et pour les avions de combat, parce que sinon, on n'aura plus accès aux plateformes. On pourra acheter des plateformes peut-être américaines. Dans les chars de combat, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait acheter aujourd'hui. Pour les avions de combat, on sait ce qu'on pourrait acheter, mais on sait aujourd'hui que si on est uniquement avec une solution américaine, demain, on n'aura plus aucun choix, parce qu'il n'y aura pas d'alternative, et surtout, on n'aura pas la capacité de faire ce qu'on veut avec les plateformes. Quand on achète aujourd'hui un système américain, on achète la mise à jour de tous les logiciels qui vont avec, c'est-à-dire qu'on n'a aucune main sur les logiciels, et ce sont plus des cerveaux volants que des plateformes qui sont... on n'est pas capable de les modifier par nous-mêmes. Donc ici, si beaucoup de pays veulent garder cette compétence, ils ont la nécessité de se spécialiser, de suivre des exemples qu'on a pu faire. C'est très compliqué, ça suppose une vraie volonté politique. On l'a fait par le passé, la création de ADS à l'époque, la création d'entités de ce type-là est assez rare pour le souligner, mais il y a une volonté politique parce que tout le monde a compris que c'était la seule solution pour ne pas disparaître. Merci. Alors, je vais prendre d'autres questions. Monsieur, oui. Vous n'avez pas vu. Merci, monsieur. Votre intervention est revigorante, dans le sens où c'est un discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en France. Et je voulais vous remercier pour cela. On a compris qu'en France, on n'aimait pas les F-35 pour une raison qui échappe à tout le monde. J'aimerais revenir en fait sur un point qui semble illustrer en fait une des difficultés que l'on a au sein de l'Union européenne. Et ce point, c'est la culture stratégique. Alors, de votre discours, on déduit que vous avez une certaine culture stratégique. Pourtant, l'image qu'on peut avoir en France des Norvégiens, ce n'est pas forcément des gens qui sont versés dans cette culture-là. Et dans votre discours, vous avez mentionné à plusieurs reprises que la France est probablement l'unique pays aujourd'hui en Europe avec cette culture stratégique adéquate pour justement porter la défense de l'Europe. Et je me posais la question de savoir pourquoi les autres pays, excepté l'Allemagne que vous avez déjà mentionné, pourquoi les autres pays ont perdu cette culture-là et qu'est-ce qu'il faudrait pour justement revigorer une culture stratégique en Europe. Merci beaucoup. Merci. Mademoiselle. Oui, merci. Bonsoir. J'aimerais simplement revenir justement sur sur ce biais industriel de la question, parce qu'on parle. J'ai trouvé qu'on a peu parlé en fait du rôle des institutions européennes et de la manière qu'elles ont, notamment la Commission, de justement prendre le biais de la défense par le marché, par l'économie, par la recherche et l'innovation, en proposant ce Fonds européen de la défense qui finalement, bien qu'il y ait des débats en ce moment, avec les programmes exploratoires qu'il y a eu un certain consensus. Donc on parle beaucoup de l'aspect très politique, très relations internationales de la défense et donc de ces obstacles. Qu'en est-il des acteurs qui la poussent un peu dans l'ombre et par ce biais économique pensez-vous que ce soit une avancée positive, que ce soit de la façade, si je veux dire quelque chose de provoquant, et voilà. Merci.
Merci beaucoup. Je prends peut-être une ou deux dernières questions. Non. Alors, oui, j'ai vu. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonsoir. Je voudrais rassurer la Norvège et imaginer que ce pays très riche a à l'est un pays très pauvre. Ne peut-on imaginer qu'en 48 heures, les troupes russes arrivent sur les 2/3 de la Norvège et obtiennent une rente de situation? C'était plutôt cynique, mais bon. Ouais, d'accord. Une autre question? Une autre question? Je regarde, j'oublie personne. Bon, je vous laisse répondre. S'il y a un remords, je le prendrai tout à l'heure. Lâche-le. Bon, alors pour le tout dernier point sur une invasion russe, à Dieu ne plaise, être tenu en otage, justement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Norvège a échangé sa souveraineté contre la sécurité. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait de gaieté de cœur, mais étant directement avec la Russie directement à nos frontières, on n'a pas le choix que d'investir dans les garanties de sécurité que seuls, à ce jour, les Américains sont en mesure de délivrer. Et bien entendu que cela crée des liens contraignants pour la Norvège. Mais cela signifie que notre relation avec la Russie, à son tour, se définira, sera plutôt définie par les politiques plutôt dissonantes des États-Unis. Et c'est en quelque sorte le bâton dont les Russes se servent pour battre les Américains. Ce qui est évidemment très inconfortable pour nous. Alors, pour revenir maintenant à la culture stratégique, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la Norvège puisse se doter d'une nouvelle culture stratégique? Non, c'est... Jérôme. Oh, sorry. Ah, pardon, oui. Oui, la question de comment cette culture avait-elle été perdue, ce qu'il faudrait pour la rallumer en quelque sorte. Alors, la culture stratégique, finalement, arrive lorsqu'on connaît l'usage de la force. Et en Europe, finalement, il n'y a que 2 pays qui ont combattu des guerres régulièrement et qui sont en mesure, disons, de mener des opérations conjointes, maritimes, terrestres ou aériennes. C'est la France et la Grande-Bretagne. L'Allemagne avait cette capacité, mais l'Allemagne s'est décidé que son rôle de leader de l'Europe s'appuie justement sur le fait qu'elle n'utilise pas cette capacité militaire. Et évidemment, la Deuxième Guerre mondiale était il y a longtemps, mais évidemment, pour de nombreux pays, une Allemagne très armée serait un problème, notamment pour la Pologne. Alors effectivement, on pourrait imaginer différentes façons de créer ou de recréer une culture stratégique. Vous avez des dizaines de livres qui ont été écrits par des chercheurs européens sur une culture stratégique, mais enfin, ça n'est que de la littérature, parce qu'il n'y a pas de culture européenne stratégique. Le seul acteur, finalement, qui, à mes yeux, dispose d'une telle culture dans ses gènes, c'est bien la France. La solution était, on pensait qu'elle était praticable, mis à part la relative mégalomanie de la France historique sur ce sujet. Est-ce que l'opinion publique française et même les décideurs politiques, parce que la France a toujours affirmé sa singularité, mais comme une puissance tierce, pour avoir une voie d'action indépendante, pas vraiment pour avoir, je dirais, pour assumer un rôle
un rôle collectif à la place des autres. Si tant est que ce soit d'ailleurs praticable. Je ne sais même pas si la question était posée, elle pourrait se poser. Si la réponse de l'opinion, le consensus, il n'est pas fondé, le consensus sur la défense en France, il n'est pas fondé sur cette idée-là. Il est fondé sur l'idée que la France intervient comme une puissance de soutien, comme une puissance tierce, que sa dissuasion contribue, mais pas à la place d'eux pour l'instant. Donc c'est une vraie question, une vraie reformulation. Non, mais y compris, non, parce que c'est une question très importante. La France est une démocratie, donc sur ces questions de défense, il y a un consensus national qui s'est cristallisé. De même que chez les Allemands, il y a un consensus national qui s'est cristallisé, qui rend difficile les évolutions. Donc même si la solution était praticable, je pense que dans votre bouche, c'est un peu, il y a aussi une forme d'ironie ou de provocation dans la proposition. Mais même si on la prenait au sérieux, je supposerais aussi qu'elle soit débattue politiquement et évidemment que les Européens trouvent cette solution envisageable. Alors je vous laisse continuer à répondre l'un et l'autre sur les autres questions qui vous étaient posées pour rebondir un peu. I would very much like to address that question. I don't know. Moi, je ne demande pas mieux que de poser la question. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Moi, ce que je dis, c'est que depuis les débuts des années 50, il n'y a eu qu'un seul pays en Europe qui a constamment mis en avant la nécessité d'avoir une dimension de défense européenne. De la même manière que, si on prend la France n'a jamais... L'Allemagne n'aurait pas pu imposer le Deutschmark comme une monnaie européenne unique. On a créé une monnaie commune. Donc quand la France dit il faut aller dans une défense européenne, elle ne dit pas il faut prendre la défense, il faut que la France devienne mercenaire de l'Europe ou impose à l'Europe son agenda diplomatique et militaire. Elle dit aux Européens il y a désormais besoin que, comme nous le faisons pour nous-mêmes, vous preniez aussi en main ce sujet. Mais bon, et de la même manière que je pense que ce serait très maladroit de prétendre pour les autres, prétendre pour nous, ça signifie, je pense aussi, un débat politique qui ne s'est jamais fait. Mais je ne pense pas qu'on rentrerait dans une logique qui est quasiment une logique de la France mercenaire, d'une Europe complètement incapable, aboulique, ne voulant pas prendre ses décisions. Je crois que c'est un schéma quand même difficile à envisager. Je ne sais pas. Non, ça ne veut pas dire qu'on contribue à l'éclairage du chemin et à ce débat, comme les Allemands ont contribué à la stabilité monétaire, à convaincre le reste de l'Europe de la nécessité de la stabilité monétaire, qu'il fallait sortir de l'inflation compétitive inutile, etc. C'est exactement le même chemin pédagogique que sur ce sujet, pour des raisons, je dirais, effectivement politiques, de culture politique, de même que l'Allemagne, je dirais, a convaincu ses partenaires de créer la monnaie unique de cette façon, de la même manière, nous voulons les convaincre, à l'imitation de notre compétence et de ce que nous savons, de notre culture stratégique, que c'est la bonne voie si on veut assurer la protection correcte de l'Europe. Mais ce n'est pas pour faire à la place. De la même manière que si les Allemands avaient dit écoutez, c'est le Deutschmark qui va être la monnaie européenne, il n'y avait aucune chance que ça marche. Oui, mais enfin, c'était quand même une initiative bilatérale franco-britannique qui a lancé la défense européenne. C'était eux qui étaient à l'initiative de la déclaration de Saint-Malo. Personne d'autre ne met la question sur le tapis ouvertement. Et de ce fait, il semblerait que c'est à la France d'avoir une certaine assurance, l'assurance qui d'ailleurs était la gloire de la France par le passé, et ouvrir la voie. Ça, c'est ce que je suggère, mais je pense que c'est vraiment une suggestion de dernier recours. Il aurait été bien entendu préférable d'avoir un grand programme qui permettrait aux initiatives multilatérales de réussir. Mais maintenant, après 21 ans d'expérience, force est de constater que ce multilatéralisme n'a pas porté les fruits attendus. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est à la France de donner l'exemple. Alors, excusez-moi,
Je n'ai pas tout à fait noté la toute dernière question. Question de rassurer la Norvège. C'était quoi en fait votre dernière question? Alors, la Norvège, comme vous le savez, est un des grands constructeurs d'armes et exportateurs d'armes en Europe. Nous avons une base industrielle considérable et cette base, comme vous l'avez d'ailleurs dit dans la question précédente, nous investissons notre savoir-faire industriel dans une nation cadre, mais cette nation cadre, c'est les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne. Donc il y a certains biens qui sont produits de haute qualité, mais ils sont construits pour s'intégrer dans la machine de guerre américaine. La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, nous ne serons probablement jamais membres de l'Union européenne, et dans un monde idéal, la plupart des Norvégiens préféraient une coopération scandinave de défense avec les Suédois, les Danois, mais également les Français. Mais ça n'arrivera plus parce que chaque pays a pris ses paris. Le Danemark et la Norvège ont leurs propres relations, les Finlandais avec la Russie et les Danois ont leur propre idée de la politique étrangère. Et alors, ça, c'est en quelque sorte, entre guillemets, une culture stratégique. Mais enfin, quand on a été une grande puissance, c'est un peu difficile d'oublier cela. Mais je peux vous dire que le Danemark, la Norvège ou la Finlande n'ont pas de culture stratégique. Parce que la question du fait est passée à la trappe. Non pas la trappe de Thucydide, mais la trappe de Cher. Juste un mot, je pense que vous citiez Churchill. La vraie valeur des hommes politiques, c'est d'être capable de faire des choix courageux et de pouvoir les vendre à la population et de pouvoir construire quelque chose que les gens ne voudraient pas nécessairement acheter. Voilà. Merci Renaud, merci Achille, c'était vraiment...